n'ont rien vu arriver. Moi je sais qu'on ne peut plus arrêter, car le combat va toujours continuer. Et je sais que la victoire est assurée. Je leur avais dit de ne pas séparer l'Afrique, ne pas se partager l'Afrique. Je leur avais dit qu'un jour viendra où sera sur l'histoire authentique. Je leur avais dit de ne pas tirer sur Patrice et Meryl Lumumba, car il reviendra plus fort et plus. Quel est le rôle, on en a parlé un petit peu, mais quel est le rôle vraiment exact des États-Unis, par exemple, dans ce conflit, Rebecca Kabango? Le premier soutien de Kagame, on le sait, on les voit souvent ensemble, c'est Bill Clinton. $1 milliard versé au Rwanda. Vous voyez que lorsque le rapport du groupe qui expose le soutien du Rwanda au groupe rebelle du M23 est sorti, les États-Unis n'ont proposé comme sanction que 200 000 euros, une suspension de 200 000 euros, alors que les accords et les soutiens financiers des États-Unis vers le Rwanda sont beaucoup plus importants que cela. Donc, c'est de longue date que, en fait, Kagame est appelé le poulain de Bill Clinton, et donc c'est une politique qui a été mise en œuvre pour pouvoir justement s'accaparer les ressources naturelles de la RDC et instrumentaliser, j'insiste bien sur cette expression, instrumentaliser le chaos, parce qu'une population qui est affaiblie, c'est une population qui a beaucoup plus de difficultés à se prendre en charge et à résoudre les problèmes, la situation dans laquelle elle se trouve. D'ailleurs, à ce sujet, je vais faire juste un petit point par rapport à la Congo Week. La journée du 18 octobre, nous aurons justement tout un éclairage historique sur l'origine, en fait. On va retourner justement aux origines de l'histoire récente pour voir où sont en fait les racines de ce conflit et expliquer en fait du point de vue historique les racines de ce conflit. Déjà que le génocide de Léopold II, par rapport toujours aux richesses du Congo, n'a jamais été condamné, on continue un autre génocide, puisque Léopold II, c'était les caoutchoucs du sang. Les hommes étaient émasculés, justement parce qu'ils n'avaient pas totalisé leur quota de caoutchouc. Mais Léopold II était obligé de faire cela parce qu'il avait une dette de plusieurs millions de francs or qu'il devait payer à la famille, les cousins de la famille royale britannique. C'était la famille Danov. Et la famille britannique, aujourd'hui, le gouvernement britannique est impliqué jusqu'au cou. Tous les rapports sur le Congo, on parle de la Grande-Bretagne. Personne ne critique. Il y a certaines personnes en Belgique aujourd'hui qui pensent que le Congo, c'est leur propriété. Ils continuent leur politique. Ils sont là, on les connaît. Et il n'y a aucune réaction par rapport à cela. Qu'est-ce que ça pourrait changer? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour changer la donne économiquement sur place, selon vous, Jean-Paul Ngouveau, qui est économiste? Je pense qu'il y a premièrement une guerre des idées à mener. Il faut savoir, on a parlé tout à l'heure de la balkanisation, les théories sur la balkanisation du Congo, too big to be governed by one center, en fait trop grand pour être gouverné par un seul centre, naissent parfois dans des grands centres internationaux de réflexion intellectuelle. L'idée peut-être à véhiculer, c'est qu'un Congo fort et grand peut bénéficier à toute la sous-région et à toute l'Afrique. Il faut savoir que déjà dans les années 60, un prix Nobel d'économie, Rostow, a fait un séjour au Congo et expliqué dans les conclusions de son rapport qu'un Congo viable, grand, fort, ayant de bonnes infrastructures de transport, serait à même véritablement d'arrimer toute l'Afrique à sa croissance. C'est peut-être ça la bataille des idées à gagner et expliquer que bon, globalement le tout minier, on peut le mettre de côté. Le Congo, c'est avant tout une population. C'est 150 millions de personnes à l'horizon 2050. C'est des secteurs que l'on peut développer. C'est le tertiaire, c'est le secondaire. C'est pas forcément le minier. Voilà. Donc, c'est bien ça, la bataille des idées. Un Congo fort n'est pas une menace. Un Congo fort est un pôle de stabilité pour toute la région. Alors justement, oui, la bataille des idées, on en parle. Je vais vous proposer d'écouter ce discours du président Obama, même si on voit que l'attitude des États-Unis est assez ambiguë. Barack Obama a tenu justement ce discours sur l'Afrique. On écoute ce qu'il dit, donc pas d'hommes forts, mais plutôt des institutions fortes. C'est parti. Point fingers and to pin the blame of these problems on others. Yes, a colonial map that made little sense helped to breed conflict. The West has often approached Africa as a patron or a source of resources rather than a partner. But the West is not responsible for the destruction of the Zimbabwean economy over the last decade. Wars in which children are enlisted as combatants. Oui,
Oui, tout à fait. Il faut savoir que c'est, comme on l'a dit tout à l'heure, ces minerais en fait entrent dans la composition de toute une série en fait d'industries, de produits qui sont dans des industries qui sont les industries du siècle à venir, du 21e siècle. Donc derrière, effectivement, il y a une guerre stratégique pour justement la captation de ces ressources. Alors mais pourquoi je sais pas, moi je suis naïf, hein, voilà, on sait que le Congo c'est un pays, mais pourquoi on ne se met pas à table, comme dit quelqu'un, un intervenant du film, vous voulez les minerais, discutons, mettons en place des industries et puis on partage les bénéfices. Pourquoi ça peut pas se faire? Oui. Donc là, comme on a vu dans le reportage, c'est depuis 1885. La conférence de Berlin, ce n'était pas le partage de l'Afrique, c'était des contrats commerciaux sur l'Afrique. Et Léopold II était le propriétaire personnel du Congo, et à ce moment-là déjà, il n'y avait pas que des Belges qui exploitaient le Congo, c'était des personnes de toutes les nationalités. Et c'est ce problème-là, donc gratuit, de toutes les nationalités comme elles voulaient. Et en fait, c'est ce système-là qui continue, qu'on veut perpétuer, en nous mettant des dictateurs, en protégeant les dictateurs, et quand les dictateurs ne conviennent plus pour les politiques extérieures ou l'image de l'Occident, on les met dehors, voilà. Et je voudrais parler pour les Congolais du terrain. Hein, il faut arrêter de prendre les Congolais pour des imbéciles. Ils disent, c'est un agenda caché de longue date. Donc c'était planifié. C'était planifié. Oui, quelqu'un le dit, les USA ont favorisé l'invasion du Congo par l'Est, par les Rwandais. Et en passant par le génocide, voilà, ils savaient très bien qu'en passant par ce génocide du Rwanda, ils avaient un autre objectif. Hein. Voilà. Donc, et tout ça est très bien dit dans les rapports des experts de l'ONU. Tout le monde peut télécharger ces rapports. Ils sont limpides. Et ils existent depuis 2001-2002. Territoire national, donc moi je peux dire que le Congo n'est pas du tout en guerre ethnique. C'est des arguments très faciles et qui passent très bien en Occident, qui ont toujours une image très stéréotypée de l'Afrique. Et donc pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, en fait le conflit qu'il y a au Congo, c'est le débordement du génocide rwandais sur le sol congolais. Donc il y a eu un génocide, il y a eu des réfugiés. Et donc tout cela a participé donc au brouillard qu'on met autour donc de ce pillage économique sans précédent. Lorsque les Rwandais, donc Hutus qui ont repris Tutsis qui ont repris le pouvoir, ont poursuivi donc les Hutus. Voilà, sur le territoire rwandais, un deuxième génocide. Et aussi un génocide des Congolais, surtout dans cette partie est, par le viol massif des femmes. Donc on va en parler en deuxième partie de l'émission. Tout à fait, qui est vraiment un nettoyage ethnique, justement sur les territoires où se trouve cette matière première. Alors, si je peux me permettre de compléter ce qui a été dit concernant le conflit, c'est vrai que le rôle aussi de la Congo Week, c'est de mobiliser les gens pour qu'ils fassent pression afin que les commanditaires de ces massacres soient livrés à la justice, qu'il y ait des procès qui se déroulent par rapport à ça. Et puis, une précision aussi concernant le conflit, il y a un danger, et c'est ce danger-là sur lequel nous voulons alerter, c'est celui de la balkanisation du Congo. Et donc, on a beaucoup parlé du génocide, mais il y a un autre danger maintenant qui est mis d'ailleurs en exergue par le rapport du 18 juin concernant le soutien apporté par le Rwanda aux rebelles du M23, et qui est celui qui porte sur la balkanisation du Congo. Et donc, c'est ce message-là que nous voulons aussi porter et dire que voilà, il faut se mobiliser pour que cela ne se produise pas. Et puis, une dernière... Un enjeu géostratégique très important qui touche la République démocratique du Congo. De nombreuses multinationales sont impliquées dans l'approvisionnement, donc l'exploitation illégale des ressources. Et on évoquait tout à l'heure, juste avant la coupure, que les politiques ont parfois certaines réticences en fait à aborder le conflit, à vraiment faire en sorte aussi qu'il y ait une résolution de conflit, parce que ils sont soumis à des intérêts qui font pression sur eux, qui les dépassent un peu.
Est-ce que ça veut dire que pour certains pays occidentaux, on va dire les choses clairement, c'est mieux qu'il y ait l'instabilité au Congo, c'est mieux qu'on continue de s'entretuer pour pouvoir se servir et piller le pays. Est-ce que c'est ça? Tout à fait. Oui, c'est tout à fait. En fait, la politique, c'est un Congo faible, c'est juste un champ, n'est qu'un champ de mines, en fait, des minerais, pardon. Un Congo faible, c'est juste un champ de minerais, où on peut se servir comme on veut. Mais par contre, un État fort empêchera ces trafics de continuer, ce qui fait que le pouvoir politique en Occident, qui a des accointances ou qui a un mariage incestueux avec le pouvoir économique, fait de telle sorte que le Congo soit toujours affaibli afin de l'exploiter à vil prix. Le Congo, c'est comme une dame qui a perdu sa dignité et qui s'est fait violer sur la place publique. C'est ça l'image qu'il faut dire. Ce qui veut dire que des pays comme les États-Unis, l'Ouganda, le Burundi, le Rwanda, tout ça, c'est à mettre dans le même sac? C'est-à-dire, comme on a dit tout à l'heure, il y a les commanditaires. Et les commanditaires, à la tête des commanditaires, c'est quand même les États-Unis, la Belgique, la Grande-Bretagne. On parle même d'Israël, le pays de la Shoah. D'autres pays se sont donc ajoutés et qui utilisent comme bras armés les petits pays. Donc, à la frontière est du pays, qui seuls ne peuvent pas déstabiliser un grand pays comme ça. Burundi, Ouganda, Rwanda. Voilà. Et cela est parti de ce qu'on appelait la politique de la Renaissance africaine mise en place par le président Bill Clinton. Et c'est parti de là. C'est alors qu'il a recruté des dirigeants qui trouvent dynamiques, c'est Museveni, Kagame et certains dirigeants burundais pour mettre en place ces plans. Comment expliquer que le Rwanda, un pays qui n'a pas une armée aérienne, s'est retrouvé à 2000 km à l'ouest, disons, à 2000 km de ses frontières, donc dans la province du Bas-Congo, prendre les barrages d'Inga, couper l'électricité pendant plusieurs semaines à Kinshasa. Je vis de mes propres yeux des bébés mourir dans des couveuses parce que on avait coupé l'électricité dans presque tous les Congos pendant plusieurs jours. Et lorsque la population de Kinshasa s'est défendue parce que l'armée rwandaise est arrivée à l'est de Kinshasa, dans les quartiers est, à 2000 km de chez lui, Madame Madeleine Albright, qui était secrétaire d'État américain à l'époque de Bill Clinton, a dit sur CNN que les Rwandais, disons les Tutsis, c'est comme ça qu'elle a dit, constituaient la prunelle de ses yeux et qu'elle allait les défendre à n'importe quel prix. Alors justement sur cette question, il y a dans le film aussi, on évoque la question de la culpabilité de l'Occident qui n'a pas pu empêcher le génocide au Rwanda, et donc cette culpabilité les empêche de voir la vérité et justement d'aller régler le conflit. Il y a aussi la question des matières premières, on le voit que c'est vraiment au cœur de ce problème, 6 millions de morts. Justement en quelques années, ces gens-là, ils sont tués comment? Qui les tue? Qui sont les responsables, Jean-Paul Mbongo, selon vous? En soi, vous avez plusieurs causes de mortalité. La première cause, c'est le conflit en lui-même, avec des formes d'agression particulièrement violentes. Des villages qui peuvent être pillés, des écoles attaquées. Ensuite, vous avez des formes de mortalité qui sont indirectes, qui sont liées à la pauvreté qui gagne ces régions-là. Donc des formes de mortalité qui sont liées notamment à la malnutrition, qui sont liées à la propagation d'un certain nombre d'épidémies. On parlera notamment du sida. Voilà. Donc en soi, c'est une mortalité directe et une mortalité indirecte qui, à long cours, en fait, donne ce chiffre de 6 millions de personnes. Parce que le conflit déstabilise toute la région. Oui, je voudrais, voilà. Et à l'est, ça ressemble au Rwanda. C'est très agricole et c'est très montagneux. Et donc, quand on viole les femmes de ces villages, donc c'est vraiment la destruction à la base de la famille. On les viole donc en détruisant le vagin, avec des objets contondants. On a tout retrouvé dans les vagins des femmes, et donc ça tue la population. C'est ce qu'on appelle fémicide. Voilà, féminicide, ça tue la population. Les femmes ne peuvent plus aller au champ. Parce que c'est là qu'elles se font violer, elles se font attraper. Donc il y a plus à manger donc dans les villages. Elles émigrent et voilà elles ne peuvent plus avoir d'enfants après ce genre d'événements. Il y a plus d'1 million de déplacés au Congo, de Congolais déplacés au Congo de ce fait-là.
On parle beaucoup du viol des femmes, mais il faut aussi mentionner que de plus en plus il y a le viol des hommes. Oui, et que donc ça nous ramène aussi au point qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire la balkanisation, parce que c'est une réelle attaque à la population congolaise, c'est-à-dire que d'une part on attaque les femmes et on ralentit le processus de repeuplement de la région, et d'autre part on s'attaque aussi à la dignité des hommes, à la dignité des populations qui sont sur place, et avec en plus en prime tout le mouvement des déplacés. Alors, je lis à ce propos un reportage où quelqu'un disait les jours où on a fait de moi une femme. Un homme violé qui racontait cet événement, c'était poignant. Et puis l'argument qui consiste à dire que l'Occident est culpabilisé, ça c'est vraiment de la pure distraction. Si l'Occident était culpabilisé, ils allaient se dire plus jamais ça. Comme ils ont dit avec la Shoah, plus jamais ça. Mais il y a eu la Shoah, ils ont laissé faire au Rwanda. Et au lieu de stopper au niveau du Rwanda, qu'on puisse se limiter à un bilan pour le XXe siècle, principalement de deux pays, bien qu'il y en ait d'autres, Israël et Rwanda, maintenant c'est les Congo. C'est juste pour ne pas voir en face leurs responsabilités. Alors, de ne pas tirer sur Patrice et Meryl Lumumba, car il reviendra plus fort et plus froid quand la génération Ingeta se lèvera. Plus rien ne les arrêtera. Moi